soir, puisque nous avons des rendez-vous tôt matin ou tôt le soir. Alors pour cette vidéo-ci, j'ai choisi de parler d'une chose grave et particulièrement préjudiciable dans nos sociétés humaines. C'est pour moi le pire des fléaux, c'est la peur. La peur en tant que telle n'existe pas dans le monde celte. C'est un monde de bravoure, de courage. En tout cas, tout nous indique qu'il faut développer particulièrement l'un et l'autre. On n'a pas peur de la mort, par exemple. On l'a vu dans un épisode précédent. Les Celtes vont au devant même de cette mort et ils y vont torse nu, leurs femmes aussi d'ailleurs, qui les accompagnent dans les combats. Et on craint simplement plutôt l'oubli, le fait que l'on disparaisse de la mémoire des siens. Et peut-être que l'oubli est plus encore difficile à supporter que d'envisager l'au-delà. Donc la peur. Quand on étudie le processus qu'on appelle la vie, pour ce que l'on en connaît au jour d'aujourd'hui, il y a encore des découvertes à faire, bien entendu, mais il ne semble pas que dans ce processus qui, depuis l'origine des cellules, des bactéries, tout ça, de ces assemblages extraordinaires, miraculeux, qui semblaient ne pas devoir s'opérer, qui s'opèrent finalement, pour arriver à cet entretien que je mène avec vous aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que la peur ait joué un quelconque rôle, mais plutôt un désir extraordinaire, immense, fabuleux, un désir accompagné d'une volonté aussi ferme. Désir et volonté, pour moi, c'est ce qui a généré le vivant de la vie. Et si je veux être en vie dans le vivant de la vie, et que je suis complètement transi par des peurs, des appréhensions, des doutes, des craintes, est-ce que je suis vraiment vivant dans le vivant de la vie? Je ne pense pas. Si je fais tout pour développer en moi un juste désir et une ferme volonté, afin tout simplement de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour répondre aux aspirations légitimes de mon être, alors je ne peux pas être transi de peur, tétanisé par la peur, freiné par la peur. Cette peur, elle me semble plus idéologique et donc manipulée et instrumentalisée, comme on le voit malheureusement de plus en plus dans nos sociétés. Je pense que si on fait état de nos besoins, de notre essentialité existentielle, et là l'essentialité est vraiment le mot marquant pour déterminer une existence accomplie, est-ce qu'on doit continuer à entretenir tous ces freins, tous ces obstacles idéologiques, et simplement déjà se soucier de l'aspect, je dirais, biologique de nos besoins existentiels et essentiels. Certes, biologiquement, nous avons besoin de nous nourrir, de boire, de nous vêtir, d'avoir un abri, éventuellement de perpétuer notre espèce. Ça, c'est biologique. Et il est vrai que cela nécessite et crée un besoin de sécurité par rapport à cela. Nous avons besoin d'une certitude, d'une sécurité pour pouvoir satisfaire nos besoins biologiques essentiels. Mais nos autres besoins, ceux que nous avons exacerbés finalement au détriment parfois de nos besoins élémentaires et primordiaux, est-ce que nous ne pourrions pas eux aussi les revisiter, les reconsidérer, voir dans quelle mesure ils répondent réellement exactement ce qu'un humain peut attendre de la vie.
ce serait, je pense, assez salutaire de réfléchir tous ensemble sur nos besoins individuels et nos besoins collectifs, et sur des besoins biologiques qu'il serait heureux que tout humain puisse se satisfaire à travers un champ de solidarité, d'entraide, de fraternité, c'est-à-dire un humanisme réellement opératif et aimant. Alors, voilà, grave question. Comment vais-je vivre, moi, avec cette peur ou avec ce désir et cette volonté de vie? C'est une question qui s'adresse à moi-même, je me l'adresse souvent, mais qui s'adresse à tous nos semblables, il me semble. Réfléchir à quels sont mes besoins en termes d'essentialité, et non plus d'artificialité ou de superficialité, comme malheureusement nous le connaissons que trop. Qu'est-ce que je veux valider dans ma vie? Qu'est-ce que je veux cautionner? La vie elle-même ou les artifices de cette vie? Vous voyez un petit peu la gravité de cette réflexion et l'importance qu'elle a, surtout quand nous envisageons justement de tourner le dos à une société qui ne répond plus à nos besoins légitimes, à nos aspirations légitimes en termes d'humanité, tout simplement. Alors, oui, le rapport, on l'a vu, entre le féminin et le masculin a besoin aussi d'une réflexion. Le rapport à la vie, tout simplement, à tout ce qui nous entoure, à tout donc cet environnement naturel, à tout ce que nous respirons de cet environnement, à tout ce que nous pouvons percevoir et voir, entendre et écouter de cet environnement. C'est une grande revisitation à laquelle nous sommes invités. Et cela demande effectivement de s'accorder en tant qu'équilibre et qu'harmonie, et cohérence et cohésion, bien sûr, mais s'accorder aussi le temps d'une réflexion qui, en cette période hivernale, est d'ailleurs une période propice à l'intériorisation, mais faut-il encore que cela soit fait d'une façon tout à fait authentique, voilà, sans concession par rapport à nos faiblesses, à nos dérives, mais remettre du vivant dans le vivant.